Imaginez un instant, une voix rauque, ironique, qui traverse les décennies comme un éclat de rire moqueur face au monde. Une silhouette nonchalante, cigare au bec, lunettes noires masquant un regard espiègle, qui a fait swinger toute une génération avec des refrains absurdes et profonds à la fois. Jacques Dutronc, l'icône rebelle de la chanson française, celui qui se moquait des conventions, des modes et même de la célébrité elle-même. Il a chanté et moi en riant des tourments du monde, les cactus pour piquer la société de ses épines acérées. Et il est 5 heures, Paris s'éveille, pour capturer la mélancolie d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Mais aujourd'hui, à plus de 80 ans, cette légende vivante s'est tue. Ses doigts, rongés par la douleur, refusent de caresser les cordes de sa guitare. L'amour de sa vie, Françoise Hardy, s'éteint doucement sous ses yeux, emporté par une maladie impitoyable. Comment l'homme qui dansait sur les normes sociales, qui provoquait les puissants avec son humour désabusé, a-t-il pu se retrouver si seul, si fragile, face à l'inévitable? C'est l'histoire d'une vie extraordinaire, faite de triomphes inattendus, de rébellions joyeuses et de silences profonds. Une saga qui a marqué des générations entières, et qui nous invite à plonger dans les coulisses d'un artiste unique. Accrochez-vous, car ce récit va vous emporter des rues de Paris d'après-guerre jusqu'aux collines corses où il se retire aujourd'hui, en passant par les feux de la rampe et les ombres intimes d'une existence pas comme les autres. Préparez-vous à redécouvrir Jacques Dutronc, non pas comme une icône figée dans le temps, mais comme un homme de chair et de sang, dont la trajectoire sinueuse nous parle à tous de résilience, de passion et de l'inéluctable passage du temps. Jacques Dutronc n'a jamais été un enfant prodige, du genre à être exhibé devant la famille pour impressionner les oncles et tant avec une voix cristalline ou un talent précoce. Non, son parcours est bien plus terre à accent grave terre, ancré dans la réalité d'une France en reconstruction après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Né le 28 avril 1943 à Paris, en pleine tourmente européenne, il voit le jour dans un quartier modeste du 9e arrondissement, au 67 rue de Provence, un endroit qui deviendra plus tard le décor imaginaire de l'une de ses chansons emblématiques, Les Petits Jardins. Son père, Pierre Dutronc, est un ingénieur respecté, travaillant pour les Charbonnages de France, un poste prestigieux dans l'après-guerre où l'industrie lourde symbolisait la renaissance économique du pays. Mais Pierre n'est pas seulement un homme de chiffres et de machines. C'est un passionné de musique, un pianiste autodidacte qui compose des morceaux classiques dans le salon familial. Imaginez les soirées chez les Dutronc, le clavier résonnant de mélodies de Chopin ou de Beethoven, remplaçant le bruit des sirènes d'alerte aérienne qui hantaient encore les mémoires. Madeleine, la mère de Jacques, partage cette sensibilité artistique. Elle est une femme cultivée, curieuse, qui encourage les discussions intellectuelles autour de la table. Leur appartement, bien que modeste, est un havre de créativité, un cocon où l'art est roi et où la musique n'est pas un hobby distant, mais le cœur battant de la vie quotidienne. Dès son plus jeune âge, Jacques est immergé dans cet univers. Inscrit très tôt à des cours de musique, il commence par le piano, puis passe au violon, instrument qui pourrait sembler prédestiné à un avenir classique. Il fréquente des établissements réputés de Paris, d'abord l'école Racroix-Saint-Léon, puis le prestigieux lycée Condorcet, où ont étudié des figures intellectuelles comme Marcel Proust ou Paul Verlaine. C'est un environnement stimulant, où les débats philosophiques et littéraires fusent, et où les élèves sont poussés à exceller. Mais Jacques, avec son esprit observateur et rêveur, n'y trouve pas sa place. Il n'est pas le garçon studieux qui vise les grandes écoles ou les scènes d'opéra. Au contraire, il s'intéresse davantage aux plaisirs simples et rebelles de l'adolescence, les dessins qu'il griffonne dans les marges de ses cahiers, les films qu'il dévore au cinéma du quartier, et les flâneries avec ses amis dans les rues de Paris encore marquées par les cicatrices de l'occupation. La ville est en pleine effervescence post-libération. Les ruines se reconstruisent, les jazz-clubs bourdonnent, et une jeunesse affamée de liberté explore les boulevards. Jacques est un spectateur silencieux, intelligent mais détaché des cadres scolaires rigides ou des ambitions artistiques imposées. Il préfère l'errance, l'observation, ce sentiment d'être un peu en marge du monde qui se remet sur pied. Puis, sans prévenir, le destin frappe durement. À 16 ans, en 1959, Jacques contracte une maladie grave, le rhumatisme articulaire aigu, souvent appelé fièvre rhumatismale, une affection auto-immune probablement déclenchée par une infection streptococcique mal traitée. Dans les années 1950, les traitements sont rudimentaires, les antibiotiques existent mais ne sont pas toujours accessibles, et les complications peuvent être dévastatrices. La maladie attaque ses articulations avec une violence inouïe, inflammations aiguës, douleurs lancinantes qui le clouent au lit, fièvre persistante. Jacques ne peut presque plus bouger, ses genoux, ses chevilles, ses mains gonflent et deviennent inutilisables. L'immobilisation totale est prescrite. Pas d'école, pas de sortie, rien. Il est retiré des cours et confiné dans l'appartement familial, dans une chambre qui ressemble plus à une prison qu'à un refuge chaleureux. Près d'un an entier passe ainsi, dans un silence oppressant seulement brisé par les gémissements de douleur. Imaginez la scène. Un adolescent de 16 ans, au seuil de la vie adulte, privé de tout. Ses camarades,
eux, découvrent les joies de l'adolescence, les premières amours, les balades en scooter, l'explosion du rock'n'roll avec Elvis Presley qui conquiert les ondes, tandis que Jacques reste alité, écoutant le monde extérieur grésiller à travers un vieux poste de radio. La douleur physique est intense, un feu constant qui ronge les os, mais l'impact psychologique est peut-être encore plus profond. Sa liberté, déjà fragile dans une société encore sous le choc de la guerre, s'évapore complètement. L'isolement force une introspection forcée, un face-à-face avec soi-même qui pourrait briser n'importe qui. Des heures interminables à fixer le plafond, à se demander si cette vie d'immobilité deviendra permanente. C'est un moment charnière, une épreuve qui pourrait avoir détruit un esprit moins résilient. Mais c'est précisément dans cette obscurité que le destin opère un virage inattendu. Lassé de l'inactivité, désespéré de retrouver un semblant de contrôle sur son corps et son âme, Jacques attrape un après-midi une vieille guitare abandonnée par son frère aîné. L'instrument est poussiéreux, désaccordé, oublié dans un coin de la chambre. Jacques ne connaît aucun accord, aucune technique. Ses doigts, encore douloureux, peinent à se plier. Pourtant, avec une détermination farouche, il commence à tâtonner. Il imite les riffs qu'il entend à la radio, les rythmes endiablés d'Elvis, les guitares électriques de Chuck Berry, et les premiers rockers français qui émergent timidement. Pas de partition, pas de professeur, juste l'oreille et la persévérance. Lentement, maladroitement au début, puis avec une assurance croissante, il apprivoise l'instrument. Les journées, autrefois insupportables, deviennent supportables. La musique devient une rébellion contre l'immobilité imposée par la maladie. Elle lui offre un rythme quand ses articulations refusent de bouger, un imaginaire quand le monde extérieur reste inaccessible derrière les fenêtres closes. Ce qui avait commencé comme un simple mécanisme de survie, une façon d'échapper à la douleur, se transforme en vocation profonde. La guitare n'est plus un objet inerte, elle est une extension de son corps, un moyen de défier le destin. Lorsque, enfin, il est capable de marcher à nouveau, vers la fin de 1960, Jacques n'est plus le même. Sa main droite a trouvé son groove, sa main gauche maîtrise les accords complexes. Il n'est pas seulement guéri physiquement, il est transformé intérieurement. Cette année de confinement forcé a allumé une flamme artistique qui ne s'éteindra jamais. Sans cette épreuve, Jacques aurait peut-être continué à errer dans les rues, à dessiner des caricatures ou à bricoler avec un appareil photo, suivant des passions éphémères. Au lieu de cela, c'est cette période de douleur silencieuse, de solitude imposée, qui l'oblige à écouter profondément, à ressentir intensément, et finalement à exprimer à travers la musique. Cette expérience marque l'ADN de toute son œuvre. La mélancolie sous-jacente, l'humour comme bouclier contre la souffrance, la rébellion contre les contraintes, tout cela puise ses racines dans ses mois d'immobilité. On le retrouve dans Le Petit Jardin, avec sa tonalité contemplative et nostalgique, dans Il est 5 heures, Paris s'éveille, qui évoque un réveil lent et douloureux, et même dans l'humour désabusé de J'aime les filles, où la légèreté cache une vulnérabilité. Jacques Dutronc n'a pas seulement survécu à la fièvre rhumatismale, il l'a transcendée, alchimisant une tragédie personnelle en un rythme de vie qui résonne encore aujourd'hui à travers les générations. C'est cette résilience qui fait de lui non pas un survivant ordinaire, mais un artiste authentique, forgé dans le feu de l'adversité. La scène musicale française du début des années 1960 est en pleine effervescence, au bord d'une révolution culturelle qui va balayer les vieilles gardes et imposer la yéyé, ce mélange de rock américain et de pop française pétillante. Jacques Dutronc, fraîchement sorti de son cocon douloureux, plonge tête la première dans cette vague. Dès 1958, à 15 ans à peine remis de sa maladie, il devient un habitué du Golf Drouot, cette boîte de nuit légendaire du 9e arrondissement, surnommée le temple du rock français. L'endroit est enfumé, électrique, un creuset où se croisent les futurs géants de la chanson, Johnny Hallyday avec son charisme brut, Eddie Mitchell et son swing bluesy, Long Chris et ses riffs endiablés. Ces rencontres ne sont pas de simples hasards, ce sont des collisions fondatrices qui alimentent l'énergie rebelle de la jeunesse parisienne. Inspiré par le rock'n'roll qui explose outre-Atlantique et l'aura contestataire de ces jeunes stars, Dutronc prend la musique au sérieux. En 1961, à 18 ans, il forme un groupe, El Toro et les Cyclones, où il est guitariste et chanteur. Signé par le label Vogue, ils sortent 5:45 tours qui ne font pas grand bruit commercialement, mais qui offrent à Jacques un premier aperçu du monde impitoyable de l'enregistrement, des scènes enfumées et de l'industrie naissante. C'est une école du terrain, apprendre à mixer, à performer sous les lumières crues, à naviguer les égos et les contrats. Parallèlement, il explore l'écriture de chansons, composant notamment Le Temps de l'amour, un des premiers succès de Françoise Hardy, qu'il rencontre dans les couloirs de Vogue. Bien que l'interprétation éthérée de Hardy en fasse un tube légendaire, peu savent à l'époque que Dutronc en est l'artisan discret, prouvant déjà son talent de compositeur dans l'ombre. Le groupe se dissout bientôt à cause des obligations militaires. Dutronc est envoyé en Allemagne pour son service national, mais il revient à Paris au milieu des années 1960 avec un regard plus aiguisé, une compréhension plus profonde du métier.
Dans l'ombre, il devient un pilier chez Vogue, travaillant comme directeur artistique pour Alpha Éditions et contribuant au lancement de carrières comme celle de Richard Anthony ou Hugo Frey. Pourtant, lui-même reste en retrait, pas encore prêt à occuper les feux de la rampe. Cela change radicalement en 1966. Vogue, sentant la popularité croissante d'Antoine, le chouchou contestataire du mouvement yéyé avec ses chansons engagées, fait appel à l'écrivain Jacques Lanzmann et au compositeur Dutronc pour créer une alternative satirique. Le résultat est explosif. Et moi, et moi, et moi, une chanson mordante qui raille l'humanisme de façade de la bourgeoisie française, avec des lignes cultes comme 700 millions de Chinois et moi, et moi, et moi. Dutronc y dresse le portrait d'un égoïste accablé par les problèmes mondiaux mais obsédé par son petit nombril. Le disque se vend à plus de 100 000 exemplaires en quelques semaines, propulsant Jacques à la célébrité nationale. C'est le début d'une série de tubes absurdes et percutants. Les cactus, une métaphore hilarante des épines de la société moderne. Les playboys, qui se moquent de la masculinité creuse et des poses stéréotypées. J'aime les filles, une ode espiègle aux femmes qui oscillent entre charme et controverse, avec son refrain provocateur qui fait scandale mais conquiert les charts. En 1968, il est 5 heures, Paris s'éveille devient sa ballade la plus emblématique, une pièce poétique et troublante qui capture le pouls d'une ville à l'aube, enveloppée de brume et de mélancolie profonde. Les paroles, signées Lanzmann, dépeignent un Paris endormi qui se réveille dans un tourbillon de sons et d'images. Les balayeurs, les livreurs, les amoureux éphémères. La voix de Dutronc, nonchalante et distante, ajoute une couche d'ironie contemplative qui rend le morceau intemporel. Mais ce n'est pas seulement sa musique qui captive, c'est son attitude entière, ce personnage qu'il incarne avec une facilité déconcertante. Dutronc n'est jamais lisse ni formaté comme les idoles yéyé polissées. Il est rugueux, imprévisible, irrévérencieux. En interview, il esquive les questions sérieuses par des blagues sèches, tirant sur un cigare caché derrière ses rébans iconiques. Sur scène, il semble souvent détaché, presque moqueur de l'idée même de performance, comme s'il participait à une farce cosmique. Il se décrit lui-même comme un rebelle, même contre la rébellion, un anticonformiste pur jus. L'exemple le plus célèbre de cette irrévérence se produit lors d'une émission télévisée en direct à la fin des années 1960. Interprétant J'aime les filles, il est rejoint par plusieurs danseuses en tenue légère. À la fin du morceau, visiblement peu impressionné par la chorégraphie standardisée, Dutronc fait un geste spontané. Il simule un coup de pied pour faire sortir une danseuse, un clin d'œil humoristique à son personnage farceur. Ce qui était censé être une blague est jugé déplacé par les producteurs outrés, entraînant une interdiction de 3 mois à la télévision française. Dutronc, fidèle à lui-même, n'éprouve aucun remords. Ça m'arrangeait, dira-t-il plus tard avec son flegme légendaire. Je n'avais de toute façon pas envie de faire la promo. C'est l'essence de Dutronc, toujours un peu à contretemps, jamais vraiment vendable, imperméable aux règles du show business. À une époque où les vedettes sont façonnées comme des produits marketing, avec des sourires plastifiés et des discours préparés, Jacques est un paradoxe ambulant, une célébrité à contre-cœur, un artiste qui se fiche éperdument des applaudissements. Et pourtant, ce refus des conventions ne fait que renforcer son aura mystérieuse, son charisme magnétique. À la fin des années 1960, Dutronc a sorti plusieurs albums certifiés disques d'or, donné des centaines de concerts à travers la France, conquis un public jeune et rebelle qui voit en lui un miroir de leur propre insoumission. Même le monde politique et culturel lui rend hommage malgré lui. En 1969, le Premier ministre Georges Pompidou cite les cactus à l'Assemblée nationale lors d'un débat sur l'environnement, un moment surréaliste qui scelle la place de Dutronc non seulement dans la musique populaire, mais dans la culture française au sens large. Sa célébrité est bien réelle, palpable dans les files d'attente devant les disquaires et les cris des fans, mais elle n'est jamais confortable, ni pour lui, qui fuit les obligations promotionnelles, ni pour ses managers qui peinent à le canaliser. C'est peut-être cela qui rend son ascension inoubliable, un triomphe forgé dans l'authenticité, loin des artifices. Dutronc n'est pas un produit, il est une force brute, un vent de fraîcheur dans un paysage musical souvent prévisible. Ses chansons, mélange d'ironie british et de poésie française, influencent des générations. Des punks des années 1970 aux indie rockers d'aujourd'hui, tous citent Dutronc comme un précurseur de l'attitude cool et détachée. Et au-delà de la musique, son image est le cigare, les lunettes, le sourire en coin devient iconique, immortalisé dans des clips primitifs et des photos en noir et blanc qui capturent l'essence d'une époque en mutation. L'amour, pour Jacques Dutronc, a toujours été un terrain miné, plus embrouillé et contradictoire que romantique au sens classique. Pas de fleurs grandioses, de déclarations publiques ou de passions exhibées sous les flashs des paparazzi. C'est discret, complexe, partagé entre deux femmes qui représentent deux facettes de son âme tourmentée. L'une est une icône lumineuse qui a traversé le feu des projecteurs à ses côtés, Françoise Hardy. L'autre est une force silencieuse, ancrée dans l'ombre, Sylvie Duval. Ensemble, elles définissent non seulement sa vie personnelle,
mais aussi les chapitres artistiques et émotionnels d'un homme qui fuit les étiquettes autant qu'il les attire. L'histoire de Jacques et Françoise commence non par un coup de foudre hollywoodien, mais par la musique, ce langage universel qui les unit dès les années 1960. Ils se rencontrent dans le tourbillon enivrant de la pop française, au sein des studios de Vogue où l'effervescence créative est palpable. Françoise Hardy est déjà une sensation internationale. Sa chanson Tous les garçons et les filles, de 1962, avec sa voix androgyne et mélancolique, fait d'elle la porte-parole d'une génération rêveuse et désenchantée, celle des baby-boomers qui questionnent l'après-guerre. Jacques, lui, œuvre dans l'ombre, guitariste de session, compositeur discret, observateur aigu des talents naissants. Tous deux sont réservés, méfiants vis-à-vis de la célébrité qui les guette, et étonnamment assortis dans leur introversion. Elle est introspective, cérébrale, imprégnée de littérature et de philosophie. Lui est sarcastique, ironique, insaisissable avec son humour pince sans rire. Pourtant, une alchimie opère. Ils commencent à collaborer musicalement. Il compose pour elle des mélodies subtiles. Elle l'inspire par sa sensibilité poétique. Peu à peu, presque à contre-cœur comme s'il craignait de briser l'équilibre fragile, ils tombent amoureux. Pas d'un amour de magazine People, avec des photos langoureuses et des titres racoleurs, mais d'un lien discret, complexe, fondé sur des rythmes partagés, une confiance créative mutuelle et une fragilité émotionnelle commune. Ils emménagent ensemble dans les années 1970, et en 1973 naît leur fils unique, Thomas Dutronc, qui héritera du talent musical familial. Pourtant, ils ne se marient pas pendant des années, reflétant leur aversion pour les institutions traditionnelles. Françoise, marquée par une enfance difficile dans une famille dysfonctionnelle, rejette farouchement le mariage comme un piège bourgeois. Jacques, éternel anticonformiste, n'en voit pas l'intérêt. Pourquoi officialiser ce qui est déjà vrai dans l'intimité? Cela change en 1981, mais pas pour des raisons romantiques idéalisées. Comme Françoise le révélera plus tard dans des interviews sincères, la décision est un acte de défi pur. Un magazine comme Paris Match prépare une couverture accusant le couple de vivre dans le péché, une intrusion médiatique qui outrepasse les bornes. Furieux de cette hypocrisie journalistique, Jacques et Françoise sautent dans un avion pour la Corse, où ils possèdent une maison isolée, et se marient presque par provocation, en pleine rébellion contre le voyeurisme ambiant. Nous étions furieux, se souvient Dutronc avec un sourire des décennies plus tard. J'étais rebelle à tout, même à la rébellion. La cérémonie est modeste, intime, loin des fastes, juste eux, un officiant et le bruit des vagues. Mais l'acte est typiquement dutroncien, antisystème même dans la conformité apparente. Ils ne divorcent jamais, malgré une séparation en 1990. Françoise retourne à Paris pour des raisons professionnelles et personnelles, tandis que Jacques reste ancré en Corse, dans leur maison de Monticello, un village perché dans les montagnes. Leur lien perdure légalement, émotionnellement, artistiquement. Collaboration sporadique, soutien mutuel dans les épreuves. Lorsqu'on lui demande pourquoi ils n'ont jamais officialisé la rupture, Françoise hausse les épaules avec sa nonchalance légendaire. Ça ne me dérange pas d'être encore mariée avec lui. En 2023, lors d'une interview poignante alors qu'elle luttait contre un cancer avancé, Hardy déclare avec une douceur limpide. Jacques est l'homme de ma vie. Ces mots pèsent lourd. À ce moment, sa santé s'est effondrée. Tumeurs multiples, traitements invasifs qui l'empêchent presque de manger ou de parler sans douleur. Son corps est fragile, amaigri, mais son esprit reste lucide, et son attachement à Jacques inébranlable, un fil rouge traversant les décennies. Et pourtant, la vie de Jacques ne s'arrête pas à cette histoire emblématique. À la fin des années 1990, sur le tournage du film Place Vendôme, il fait une rencontre décisive, Sylvie Duval, une maquilleuse de cinéma discrète et professionnelle. Elle est calme, posée, absente des radars médiatiques, l'opposé des spotlights que Dutronc a toujours fui. Très vite, elle devient indispensable dans sa vie quotidienne. Sylvie n'accorde pas d'interview, ne pose pas devant les caméras. Elle accompagne Jacques lors de rares occasions publiques, funérailles d'amis, hommages discrets, apparitions fugaces. Mais dans l'intimité de leur maison corse, elle est omniprésente, cuisinière experte, bricoleuse habile, pilier de stabilité. Jacques l'a dit simplement, sans fioriture. Elle sait tout faire. Sans elle, je ne sais pas comment je ferais. Avec l'âge avançant, elle endosse le rôle de soignante informelle. Quand l'arthrite commence à ronger ses mains, héritage tardif de sa maladie juvénile, quand l'énergie pour les tournages ou les concerts s'estompe, Sylvie est là, veillant sur sa tranquillité, son confort quotidien. Elle gère les détails pratiques que Dutronc, rêveur et détaché, délaisse. Et pourtant, malgré cette relation longue et profonde, qui dure plus de 20 ans, Jacques ne divorce jamais de Françoise. Peut-être ne le peut-il pas, car certains liens transcendent la possession légale. Ils relèvent de la reconnaissance profonde, d'un temps partagé, d'un combat commun contre la célébrité et les épreuves. Sylvie l'accepte avec maturité. Elle ne cherche pas à effacer l'ombre de Hardy. Elle s'insère simplement dans un autre chapitre de l'histoire de Jacques,
moins dramatiques, plus stables, mais tout aussi essentielles. Dutronc les a aimées toutes les deux à sa manière, imparfaite, fuyante, mais secrètement fidèle. Deux femmes, un passé tumultueux et un présent serein. Quelque part entre les deux, l'âme tourmentée d'un homme qui n'a jamais voulu être défini par quoi que ce soit, ni par la musique, ni par le mariage, ni même par l'amour. Mais au fond, ce sont bien ces deux femmes qui ont donné à sa vie sa véritable profondeur, un équilibre fragile entre lumière et ombre, passion et quiétude. Dans les années 1990, le jeune rebelle au sourire en coin et au cigare omniprésent s'est assagi, ou du moins a ralenti le rythme effréné des années 1960. La production musicale de Jacques Dutronc a diminué. Il ne court plus après les classements, ne cherche plus à surfer sur les vagues éphémères de la mode. Le chaos scintillant de la yéyé est loin, remplacé par une nostalgie douce amère pour une époque révolue. Mais Dutronc n'a jamais été un homme à talent unique ni à chemin tout tracé. La musique n'est qu'une facette de son génie polymorphe. Alors que sa guitare se tait progressivement, l'appel du cinéma se fait plus pressant. Il avait déjà fait des incursions sporadiques dans le 7e art dès les années 1970, avec des rôles secondaires dans des films comme Laisse aller, c'est une valse de Georges Lautner. Mais c'est en 1991 que Jacques Dutronc opère un saut décisif, presque choquant pour ses fans. Il endosse le rôle principal de Vincent Van Gogh dans Van Gogh, le chef-d'œuvre posthume du réalisateur Maurice Pialat. Le choix surprend. Dutronc, le farceur nonchalant, le chanteur aux paupières mi-closes et à l'humour peint sans rire, incarnant l'un des génies les plus tourmentés de l'histoire de l'art, ce peintre hollandais rongé par la folie et la misère. Et pourtant, ce n'est pas seulement réussi, c'est bouleversant, une performance qui transcende les genres. Le Van Gogh de Pialat n'est pas un biopic conventionnel, chargé de clichés hollywoodiens comme l'oreille coupée ou les tournesols flamboyants. Au contraire, le film évite les anecdotes sensationnalistes pour se concentrer sur les derniers mois de la vie du peintre, à Auvers-sur-Oise en 1890. Il explore le quotidien harassant d'un artiste incompris. Les interactions tendues avec les villageois, les crises mentales qui l'érodent, la solitude absolue face à un monde indifférent. Le jeu de Dutronc est d'une sobriété remarquable, pas de théâtralité excessive, pas d'émotion surjouée, mais une profondeur troublante, silencieuse, inquiétante. Il n'imite pas Van Gogh, il l'habite, fusionnant sa propre distance émotionnelle avec la détresse intérieure du personnage. Les critiques sont unanimes. Il ne joue pas, il disparaît dans le personnage, écrit un journaliste du Monde. Sa prestation capture l'essence d'un homme brisé mais créatif, avec des regards fuyants qui rappellent les autoportraits tourmentés du peintre. Pour ce rôle magistral, Jacques Dutronc reçoit le César du meilleur acteur en 1992, la plus haute distinction du cinéma français, une reconnaissance tardive mais méritée de son talent instinctif et de son refus de se conformer au code du star system. Il passe ainsi de rockstar rebelle à acteur de composition, sans jamais trahir son essence, toujours distant, énigmatique, mais désormais magnétique sur grand écran. Ce film marque un sommet dans sa carrière cinématographique, prouvant que Dutronc est un caméléon capable de s'adapter à des rôles profonds et introspectifs. Et pourtant, derrière les éloges et les prix, Jacques nourrit une ambition plus personnelle. Fasciné par la narration depuis toujours, non seulement en tant qu'interprète mais en tant que créateur, il commence dans les années 1980 à écrire un film à lui. Tout au long de cette décennie, alors qu'il enchaîne des seconds rôles dans des productions variées, comme Attention les yeux, de Gérard Pires ou Laisse aller, c'est une valse, et compose occasionnellement pour d'autres artistes, il peaufine un scénario original. Le projet s'intitule Pintsutu, un mot corse signifiant l'étranger ou l'intrus, reflétant son propre exil volontaire en Corse depuis les années 1970. Le film devait explorer des thèmes taillés sur mesure pour Dutronc, l'identité fragmentée, l'isolement choisi, la tension entre appartenance à une culture et sentiment d'exil perpétuel. Inspiré par sa vie insulaire, les paysages corse escarpés et ses réflexions sur la célébrité intrusive, il imagine des scènes poétiques. Un homme perdu dans les montagnes, confronté à ses racines parisiennes, cherchant un sens dans un monde qu'il a rejeté autant qu'il l'a fui. Dutronc écrit le scénario avec minutie, cherche des lieux de tournage dans les villages perchés de l'île, visualise les dialogues dans sa tête lors de longues promenades solitaires. C'est un projet personnel, une façon de clore un chapitre de sa vie en le mettant en image. Mais Pintsutu ne voit jamais le jour. Le financement fait défaut. Les producteurs, friands de projets commerciaux, se détournent d'une histoire trop introspective, trop éloignée des blockbusters. L'intérêt s'évapore dans les méandres bureaucratiques du cinéma français des années 1990. Jacques, qui n'a jamais été un battant acharné ni un marchand de rêves agressifs, refuse de mendier auprès des studios ou de compromettre sa vision. Il laisse le projet s'effacer doucement, sans drame ni scandale, juste un rêve qui s'éteint dans le silence. Ce n'est pas un échec retentissant, mais une ombre à demi formée qui flotte aux marges de sa carrière. Le film qui aurait pu exister, le rôle de réalisateur qu'il aurait pu endosser. Il n'y revient jamais, préférant la paix de l'oubli à la frustration. À la place, il continue à jouer de temps à autre,
apparaissant dans des films notables comme Place Vendôme, en 1998, où il donne la réplique à Catherine Deneuve dans un thriller élégant sur le monde des joailliers, et où il rencontre justement Sylvie Duval. Il partage l'écran avec des légendes, Isabelle Adjani dans L'amant de Lady Chatterley, Romy Schneider dans une brève mais intense liaison professionnelle et personnelle durant le tournage des Aimés en 1971, une relation passionnée mais éphémère qui ajoute une couche de romantisme bohème à sa biographie. Van Gogh reste son sommet absolu, un César qui valide des décennies de talents inemployés, tandis que Pintsutu devient sa phrase inachevée, un regret discret. Certains analystes disent que Dutronc manquait d'ego pour imposer un tel projet, d'autres, de patience face aux négociations. Mais la vérité est plus nuancée. Il a toujours vécu sur les lisières, à moitié dedans, à moitié dehors dans la musique, l'amour, la célébrité, même le cinéma. Il s'engage quand l'intrigue l'attire, et se retire dès que les exigences deviennent trop pesantes. Le monde se souvient de son Van Gogh tourmenté, applaudit le César mérité. Mais dans un tiroir poussiéreux de sa maison à Monticello, il y a peut-être encore un exemplaire jauni du scénario de Pintsutu, une histoire jamais racontée par un homme qui a préféré l'ombre à la lumière éblouissante. La paternité, les addictions et le temps qui passe forment un autre chapitre intime et contrasté de la vie de Jacques Dutronc, révélant les failles derrière la façade rebelle. Sa relation avec son fils Thomas, né en 1973 de son union avec Françoise Hardy, n'a jamais été linéaire ni exempte de tension. Thomas Dutronc, guitariste et chanteur talentueux à son tour, partage le même don musical, le même humour caustique, les mêmes contradictions internes que son père. Ils ont collaboré sur scène lors de tournées communes dans les années 2010, un duo père-fils qui ravivait la flamme yéyé pour un public nostalgique. Mais ces dernières années, Thomas s'est confié ouvertement sur les ombres familiales. Les addictions de Jacques, ces démons qu'il n'a jamais totalement vaincus, en pèsent lourd. Les cigares, qu'il n'a jamais abandonnés malgré les avertissements médicaux, sont devenus une extension de son personnage, un nuage de fumée perpétuelle, symbole de nonchalance mais aussi de risque pour sa santé fragile. L'alcool, lui, a été un compagnon intermittent, des excès occasionnels lors de soirées arrosées, des verres qui s'enchaînent sans modération. Il a souvent arrêté de boire, mais jamais de fumer, avoue Thomas dans une interview récente. Quand il boit, il ne s'arrête pas à un verre, il vide la bouteille, puis la boîte de cigares. Ses habitudes, héritées peut-être de l'époque rock'n'roll où l'excès était glorifié, ont marqué la famille. Pourtant, au milieu des critiques, il y a une admiration profonde. Thomas décrit la voix de son père comme resté jeune bien après l'âge, un timbre intact qui défie les années. Lors de leur dernière tournée ensemble en 2017 à 2018, Jacques subissait des traitements en coulisses pour soulager ses douleurs articulaires, injections anti-inflammatoires, massages, mais montait sur scène avec la même énergie espiègle, chantait ses hits avec un sourire complice, tenait jusqu'au bout malgré les doigts tordus par l'arthrite. En novembre 2023, Jacques publie enfin ses mémoires intitulées « Et moi, et moi, et moi », un titre qui fait écho à son tube fondateur. Dans ses pages confessives, il ose dire ce qu'il avait eu si longtemps, la douleur viscérale d'avoir vu son propre père, Pierre, mourir dans ses bras en 2004. « Il est mort dans mes bras », écrit-il avec une simplicité poignante. Quand on a transporté son cercueil par la mer, j'ai pris une photo du bateau. Mais quand j'ai regardé plus tard, le bateau avait disparu, invisible. Il s'était évaporé. Cette anecdote, mi-tragique mi-magique, capture l'essence du Troncienne. Un adieu final comme un tour de passe-passe cruel, doux et indiciblement triste. Les mémoires révèlent aussi ses luttes internes, la peur de la vieillesse, le regret des amours passés, la fierté paternelle envers Thomas. C'est un livre sans phare, où l'humour sert de bouclier contre les larmes, fidèle à l'homme qui a toujours préféré rire de ses blessures. Ses confessions, publiées à un âge où la mort rôde, humanisent la légende, montrant un Dutronc vulnérable, loin de l'image indestructible. Aujourd'hui, Jacques Dutronc ne se produit plus sur scène. Le dernier concert de sa tournée avec Thomas a eu lieu en décembre 2022, à l'Accor Arena de Paris, un adieu émouvant devant des milliers de fans en liesse. Puis, il s'est arrêté net, non par choix artistique, mais parce que son corps refuse d'obtempérer. À 82 ans, il vit reclus en Corse, dans les hauteurs de Monticello, un village isolé entouré de maquis et de vues sur la mer. Le silence y règne, seulement brisé par le vent et les cigales. Ses mains, déformées par l'arthrite chronique, un écho cruel à sa maladie d'adolescence, ne lui permettent plus de jouer de la guitare comme avant. Les cordes deviennent des ennemis. Sa voix, si mordante et ironique, se fait rare, économisée pour des conversations privées. Ses proches, dont Sylvie Duval qui veille sur lui avec dévotion, affirment qu'il garde le moral. Il lit, écoute de la musique classique comme son père, observe le monde depuis sa terrasse. Mais la scène est derrière lui. Les applaudissements se sont tus, remplacés par une quiétude contemplative. Et au loin, à Paris, la femme qui porte encore son nom, Françoise Hardy, s'éteint lentement. Son combat contre le cancer, diagnostiqué il y a des années,
a laissé des traces irréversibles, corps ravagé par les chimiothérapies, nuits plus douloureuses que les jours, une fragilité qui inspire la compassion. Dans des interviews récentes, elle confie ne pas craindre la mort pour elle-même en J'ai eu une belle vie, dit-elle, mais pour le chagrin qu'elle infligera à Jacques et Thomas. Thomas, qui voit ses deux parents décliner, porte le poids émotionnel d'une génération intermédiaire. Jacques, qui s'est rebellé contre tout à la société, la célébrité, les normes, se trouve impuissant face au temps, ce seul adversaire invincible. Il y a un étrange silence dans le monde de Jacques Dutronc aujourd'hui, un vide que ses fans ressentent comme une perte collective. Son histoire n'est pas tragique parce qu'elle se termine, après tout. À 82 ans, il est toujours là, lucide et entouré. Elle l'est parce qu'elle a toujours été écrite avec des ombres en marge. La maladie qui l'a forgée, les amours compliqués, les rêves inachevés, les addictions qui rôdent. Et désormais, ces ombres ont envahi le devant de la scène, rappelant que même les rebelles les plus charismatiques ne peuvent échapper à l'usure des ans. Dutronc nous laisse un héritage immense, des chansons qui font danser et réfléchir, des films qui hantent, une attitude qui inspire l'authenticité. Et vous, qu'est-ce qui vous touche le plus dans la vie de Jacques Dutronc? Sa musique intemporelle, sa carrière au cinéma, ou ses silences profonds qui en disent long? Partagez vos souvenirs, vos anecdotes personnelles en commentaire ci-dessous. Avez-vous vu un concert, écouté ses disques en boucle, ou pleuré devant Van Gogh? Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des portraits de légendes qui ont marqué notre culture, et activer la cloche pour les notifications. Ensemble, gardons vivante la flamme de ces artistes uniques. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle saga captivante.